il ne savait pas pour l'essentiel, ce qui était aussi le cas de M. Kabila, il ne savait pas pour l'essentiel que ce changement, entre guillemets, était aussi voulu par Washington et bien entendu par certaines personnes en Belgique, en Grande-Bretagne et peut-être même aussi en France. Mais le poids de la France n'était pas dans ce dossier aussi important qu'on a voulu le faire croire, en tout cas en ce qui concerne le Congo. Donc lorsque l'AFDL de Kabila se met en place, dans les années en 1996, je constate que, eh bien, les discussions que j'ai pu avoir avec M. Mpoyo et d'autres, c'est qu'ils sont convaincus que les États-Unis vont les soutenir dans cette opération. Évidemment, le gouvernement Clinton avait décidé de changer de partenaire à cette époque parce que le maréchal Mobutu, qui avait été le rempart anticommuniste dans la région pendant toute la période de la guerre froide, était en quelque sorte arrivé au terme de son travail ou de sa mission. Pour eux, pour les États-Unis, comme pour un certain nombre de pays occidentaux, eh bien, le maréchal avait certainement rendu de bons et loyaux services, mais il était nécessaire qu'il parte. Et pour partir, eh bien, ils ont donné l'impression à tout le peuple congolais que, eh bien, le changement allait être déterminant et décisif. Et que ce changement-là était un changement qui était porté par l'ensemble du peuple congolais. Et qu'en plus d'être porté par le peuple congolais, ce changement était l'un des premiers grands changements que l'Afrique allait vivre, puisque, eh bien, pour la première fois, le chef d'État le plus redouté en Afrique pendant de très nombreuses années allait être pour la première fois évincé. Et donc, cette espèce d'engouement général était en réalité une escroquerie. Et pourquoi est-ce que c'était une escroquerie? C'est tout simplement parce que, au moment où M. Mpoyo et Kabila, avec l'AFDL, décident de mener l'opération qui vise à renverser le maréchal Mobutu, les États-Unis sont en contact déjà avec les extrémistes Tutsis du Rwanda et le régime du président Yoweri Museveni en Ouganda, et que dans le même temps, M. Mpoyo, donc, qui avait financé la campagne de Bill Clinton, a eu des assurances, effectivement, que les Américains allaient soutenir leur projet. Il lui a envoyé donc M. Bill Richardson, qui était à l'époque l'envoyé spécial de Bill Clinton dans la région, pour superviser un peu les choses. Au regard des faits, on se rend compte qu'au moment où ces négociations, ces tractations se font, Yoweri Museveni reçoit aussi la même assurance. Donc pour Yoweri Museveni, il est à peu près convaincu que c'est lui qui mène l'opération de renversement du maréchal Mobutu. Pour Laurent Désiré Kabila, Victor Mpoyo et les autres au sein de l'AFDL sont à peu près convaincus que c'est eux qui sont les véritables acteurs de la chute du maréchal Mobutu. Pour les extrémistes tutsis rwandais, dont Paul Kagame est l'incarnation majeure, ils sont convaincus que c'est eux également qui vont jouer le rôle majeur, puisque M. Mpoyo m'avait fait comprendre que c'était le Rwanda qui avait été choisi par l'AFDL pour préparer les opérations militaires qui allaient aboutir à la prise de Kinshasa et bien entendu à la chute du régime du maréchal. Eh bien, il y a donc trois groupes d'acteurs qui sont à peu près convaincus les uns les autres qu'ils sont les principaux acteurs de l'opération. J'ai constaté que la plupart des gens de l'AFDL ne maîtrisaient pas du tout le système de renseignement du mouvement, que la sécurité, l'ensemble du dispositif de sécurité des dirigeants de l'AFDL était entre les mains des extrémistes tutsis du Rwanda. Je découvre également que au même moment où ces extrémistes tutsis vont s'imposer au sein de l'AFDL, parce que ça a été une des conditions d'ailleurs du président Kagame lorsqu'il a eu à discuter, à négocier avec Laurent Désiré Kabila et Victor Mpoyo, c'était qu'il avait posé deux conditions à l'époque. Un, le Rwanda puisse effectivement
offrir son territoire pour lancer l'opération militaire, mais surtout qu'il fallait accepter et autoriser que les extrémistes Tutsis de l'APR puissent commettre des massacres de populations civiles au Congo, ce qu'ils appelaient les réfugiés Hutus, qui étaient collectivement considérés comme les Interamwe. L'ensemble des dirigeants de l'AFDL qui ont témoigné m'ont tous confirmé que c'était le principal objectif du président Kagame. Et donc, à l'époque, pour eux, intervenir au sein de l'AFDL correspondait pour eux à la possibilité de commettre les massacres sur le territoire congolais. Sauf que, à ce moment-là, ils n'agissaient pas en tant qu'armée patriotique rwandaise. Ils agissaient sous le manteau de l'AFDL, qui était à l'époque dirigé donc effectivement par Laurent-Désiré Kabila, comme vous le savez. Mais il y avait un autre élément qui, lui, n'a jamais été présenté à Kabila, au leader congolais de l'AFDL, c'était la prise de position autour des mines de diamants et de coltan, des richesses du pays. Et ça, c'était véritablement l'agenda le plus confidentiel des extrémistes tutsis rwandais dans ce pays. Sauf que, au fur et à mesure que les opérations militaires vont se dérouler, les Congolais de l'AFDL vont prendre conscience de la gravité de la situation. Et c'est là que un des bras droits de Laurent-Désiré Kabila à l'époque, qui s'appelle Kisase Ngandou, commence à s'opposer farouchement aux éléments de l'armée patriotique rwandaise, en disant que... Nous avons suivi un peu cela, c'est pour comprendre vraiment la mascarade dont on nous a menés. Parce que c'est des mascarades terribles, des mascarades mensongères. La communauté internationale du sang, mais c'est eux qui tuent au Congo RDC. Et c'est eux qui ont pris le Congo RDC depuis en captivité. Et cette communauté internationale, ils savent bien, le jour que le Congo RDC va être libéré, toute l'Afrique sortira du cauchemar, des rêves que l'Afrique a fait. Parce que quand on fait un rêve, c'est une fois ou deux fois, mais l'Afrique a fait plusieurs centaines de rêves, et toujours dans les rêves. À cause de la dictature de la communauté internationale du sang, qui se disent, le peuple noir, c'est un peuple à écraser, parce que ce n'est pas des êtres humains, c'est des sous-hommes. Mais les vrais sous-hommes, c'est l'homme blanc. L'homme blanc psychopathe mythomane. L'homme blanc qui n'était pas créé en premier, mais en dernier. Et ils ont fait passer Jésus-Christ aux yeux bleus, aux longs cheveux, la passion du Christ qui a traumatisé l'homme noir. Et l'homme noir, quand il voit les églises, s'il est en voiture, il freine pour rentrer dans l'église. Parce que pour lui, il est convaincu. L'homme noir rentre dans l'église. Il rentre dans l'église des envahisseurs. Ceux qui ont envahi l'Afrique à l'époque de l'esclavagisme, à l'époque de leur colonisation bidon et bidon. Soi-disant, l'Afrique a eu son indépendance. Quelle indépendance? Aucun pays africain n'a eu son indépendance. L'indépendance, on l'arrache, comme les Algériens ont arraché à la France. L'indépendance, ça ne se donne pas. L'indépendance, c'est pas sur un papier et disons vous êtes indépendant. Quel indépendant? Personne est indépendant. L'Afrique est sur la captivité de la mainmise de la communauté internationale du sang. Pour eux, il faut tuer l'homme noir. Et ils ont l'ONU. L'ONU qu'ils font passer pour un organisme de paix, de sauveur. Mais ce sont des vautours. Prenez un animal mort, mettez à côté où s'il y a des vautours. Vous allez voir, ils vont vider tout. Et l'homme blanc, quand il voit les Rwandais Tutsis qui tuent immensément les Congolais, ils aiment ça. Parce que pour eux, ils regardent, ils observent. Et ils voient les vautours qui viennent.
hein, manger ces cadavres. Ils sont joyeux. Mais nous avons affaire à des psychopathes, des mythomanes. Et il est temps que les êtres noirs puissent arrêter éperdument de suivre les religions importées. Très important. Pourquoi aller, je vous salue Marie pleine de grâce? Hein? C'est quoi ça? Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Est-ce que l'homme blanc, il fait je vous salue Marie pleine de grâce? L'homme noir doit sortir de l'imbécilité. Il doit sortir de l'imbécilité. Ça énerve, hein? L'histoire du peuple noir. Quand on pense de l'histoire de l'Africain, hein, du peuple africain, hein, moi en tant que métis, en tant qu'Africain, mais ma tête de fois, je dis intérieurement en moi, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme blanc puisse vraiment bien prendre l'homme noir comme un élément à utiliser? Je me pose mille questions. Comment Dieu a créé l'homme noir en premier en Afrique? Mais l'homme blanc, qui vient grâce à l'homme noir, qui est venu grâce à l'homme noir, hein, parce que l'homme blanc, il n'a jamais existé sur la surface de la terre, même les Arabes. Ils sont venus tous grâce à l'homme noir, qui a voyagé avec le froid. L'homme blanc a apparu. Mais cet homme blanc-là, je n'arrive pas à comprendre. Comment il a pu mentir l'homme noir? Comment il a pu utiliser l'homme noir à son profit? Je ne comprends pas. Je me pose mille questions. Il a fait comment? Il a fait comment? Mais moi je peux vous dire, il a réussi à partir de la religion. L'homme blanc a réussi à partir de la religion. La Bible, le super bon livre, la Bible, c'est là où l'homme blanc a réussi son coup. Et quand il regarde l'homme noir, il dit, oh celui-là, il est trop convaincu de la Sainte Vierge Marie. Oh celle-là, elle est trop convaincue de la Sainte Vierge Marie. Oui. Voilà. Hein? Comment l'homme blanc, soi-disant homme de la paix, il envoie des casques bleus en Centrafrique. Les casques bleus abusent des enfants. En échange, ils donnent des boîtes de sardines. Ils violentent des enfants sexuellement. Ils donnent des chats à ces enfants. Et les gens continuent à rentrer dans les églises de l'homme blanc. Je vous salue Marie, notre Père. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de l'homme noir? Est-ce que l'homme noir connaît qui est ses ancêtres? Est-ce que l'homme noir connaît la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième à sixième génération qui a fait que sa grand-mère qui a mis sa maman au monde? Est-ce qu'il connaît tout ça? Voilà le problème. L'homme noir est trop convaincu. Est-ce que l'homme noir peut dire à l'homme blanc? Est-ce que l'homme noir, qui est trop convaincu de l'homme blanc, pourquoi il ne dit pas à l'homme blanc? Ça c'est quoi? Pourquoi il ne dit pas à l'homme blanc? Qu'est-ce que tu as fait de nos parents à l'époque? Parce que c'était des esclaves, des gens à vendre bien. Comment ça se fait? Hein? Nous rentrons dans vos églises. Nous apprenons, je vous salue Marie pleine de grâce. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce que Dieu a dit, faites de l'homme noir un esclave? Est-ce que Dieu l'a dit? Mais voilà, qu'on me montre dans le passage biblique
où ce que Dieu a dit de prendre les Noirs et de les faire passer pour des esclaves. Qu'on me montre dans la Bible, qu'on me montre dans les livres des Juifs, là où ce que Dieu a dit que l'homme noir doit être esclave. Qu'on me montre dans le Coran, là où ce que Dieu a dit que l'homme noir doit être esclave. Car la religion musulmane est religion des Arabes. Ils ont fait pas mal de l'esclavagisme, l'homme arabe. Qu'ils me montrent où ce que Dieu les a dit cela. Il n'y a pas. Voilà, qu'on arrête de tuer l'homme noir. Il y en a marre. Il y en a marre. Religion, Dieu ne connaît pas la religion. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Qu'on me montre dans quel passage Dieu a dit de faire des prières, je vous salue Marie, pleine de grâce. Qu'on me montre dans le passage biblique où ce que Dieu a dit, priez pour la Sainte Vierge Marie. Qu'on me montre dans la Bible où ce que Dieu dit que la Sainte Vierge Marie, elle est mieux que Jésus-Christ. Qu'on me montre. Il n'y a pas. Hein? Qu'on me montre dans la Bible qu'on me montre où ce que Dieu a dit que Jésus-Christ avait des longs cheveux et il avait des yeux bleus. Qu'on me montre. Qu'on me montre dans la Bible là où Dieu a dit que la Sainte Vierge Marie, c'est la Sainte des Saintes. Qu'on me montre. Il n'y a pas. Qu'on me montre dans la Bible, là où ce que Dieu a dit d'abrutir les femmes, les jeunes filles et les hommes noirs. Qu'on me montre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il faut que l'homme noir sorte de l'imbécilité, de la parole, de l'homme qui a pris l'homme noir en esclave. Excusez-moi. Excusez-moi. Car le pape à l'époque, le pape, pas le premier, mais celui qui est venu après, il disait, allez chercher des esclaves, allez prendre des noirs. Voilà, mais qu'on me montre, mais je veux vous remontrer, parce que c'est important, parce que l'homme noir, on l'a tellement aliéné, et il croit à tout ce que l'homme blanc raconte. Il est convaincu de l'homme blanc. Mais l'homme noir doit dire à l'homme blanc, comment ça se fait nos ancêtres, vous les avez mis des chaînes au cou, vous avez mis des chaînes sur les pieds des femmes et derrière les bras, et vous les violez, vous les avez amenés dans des bateaux comme des marchandises, vous les avez vendus. Qu'on me montre dans la Bible, le livre le mieux vendu dans le monde. La Bible, le livre le mieux vendu dans le monde. Qu'on me montre. Qu'on me montre dans les livres des Juifs, là où ils disent qu'il faut vendre l'homme noir. Qu'on me montre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dans aucun livre de ces soi-disant religions importées, Dieu dit de faire ces genres de trucs sadiques. Dieu n'a jamais dit cela. Jamais. Qu'on me montre dans la Bible où ce que Dieu dit que les pasteurs qui mettent de l'huile sur les gens, que ce sont des vrais. Mais c'est tous des faux, des voleurs, des violeurs, des pédophiles. Oui, car la plupart des pasteurs aiment bien coucher avec des enfants mineurs. Voilà. Mais la vérité doit être dite. L'homme noir doit sortir de l'imbécilité de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc est méchant. L'homme blanc est mauvais. L'homme blanc est mauvais. L'homme blanc est l'ennemi juré de l'homme noir. Et la vérité doit être dite. Nous allons suivre quelqu'un de très important. Il va dire des vérités. Et le panafricanisme, dans pareil, à globalité. Donc on doit tous se réunir sur ce terrain-là. Mais j'ai envie de dire que le débat aujourd'hui n'est même plus d'être dans cette simple unité. C'est de comprendre contre qui on doit s'unir. Parce que
Qu'on s'unisse tous, c'est une chose. Mais si on s'unit tous dans la perdition, le panafricanisme n'aura servi à rien. Donc le panafricanisme doit se doter d'un logiciel, d'une grille de lecture, à mon sens, anti-mondialiste. Elle doit comprendre que le cancer de nos sociétés aujourd'hui, ce n'est plus le colonialisme d'hier. Il y a une mise à jour par rapport aux différentes problématiques que nous rencontrons. Et la mise à jour nous renvoie aujourd'hui au globalisme, au mondialisme, au tenant de ce que l'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial, tenu par la finance internationale. Alors, restons dans ce globalisme, ce mondialisme, comme vous le dites. Quel regard vous portez sur l'évolution du monde actuel? Je pense que tout est lié profondément. Il y a des interpénétrations entre les différents événements, les différents continents. Ce qu'on voit à l'heure actuelle au Moyen-Orient, contrairement à ce qu'on peut imaginer, est extrêmement lié à ce que l'Afrique vit aujourd'hui. Il y a le centre de toute cette géopolitique, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Il y a un projet des faucons américains reliés aux oligarques que l'on retrouve en Palestine occupée, en l'occurrence en Israël. On retrouve le projet du Grand Israël. Il y a des théoriciens, le plan Oded-Yinon, Oded-Yinon, Y-I-N-O-N, pour ceux qui voudront vérifier un petit peu, qui avait théorisé cette stratégie de créer une sorte d'arc de crise à l'intérieur duquel il y aurait différentes nations celles qui seraient hostiles à Israël seraient fragilisées, il y aurait une stratégie pour les déstabiliser. Le problème, c'est que l'hostilité vis-à-vis de cette nation israélienne, qui est le symbole ultime, comme disait Nelson Mandela, du colonialisme aujourd'hui, s'est globalisé. Et du coup, les tentatives de déstabilisation se sont multipliées. Alors, si on veut dessiner cet arc, il va d'où? Comme je dis, il a été évolutif. Il est au départ restreint uniquement au Moyen-Orient. Il s'est élargi par la suite. Aujourd'hui, on le voit du côté du Sahel, on le voit du côté de l'Afrique de manière générale, qu'il est en train de prendre une grande ampleur. Il est aussi présent en Amérique latine, où les Sud-Américains qui s'opposent, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un élan de l'équivalent du panafricanisme en Amérique du Sud, qui est le bolivarisme. Et ce bolivarisme-là est hostile à ce qu'ils appellent l'impérialisme yankee et son associé israélien. Chavez en était l'un des parangons, justement, de ce concept-là et de cette résistance-là. Donc, partout, comme aussi en Ukraine, du côté, en tout cas, de la Russie, de l'ancienne Union soviétique, Poutine est considéré par ces gens-là comme une force non négligeable dont il faut profondément se méfier. Et donc, tous ceux qui s'opposent à cette uniformisation des sociétés, à ce nouvel ordre mondial dont on parle souvent, connaissent ce qu'on appelle des révolutions dites colorées, des printemps arabes. On a vu que c'était une farce arabe et une terre non arable en réalité sur ce terrain-là. On a vu aussi du côté de l'Union soviétique et de l'ancienne Union soviétique, de la Russie aujourd'hui, des tentatives de déstabilisation avec l'Ukraine. Il y a une guerre de ceux qui sont... Les révolutions oranges. Aux révolutions orange, révolutions colorées aussi à différents endroits, puisqu'il y avait différents types de couleurs qui ont été justement énoncées. Et toutes ces choses-là, celui qui croit que ça arrive au hasard, c'est celui qui ne comprend pas le mécanisme qui se situe derrière tout cela. Voilà. Nous avons suivi Kémy Séba et la vérité triomphera. Mais la vérité doit triompher pour faire sortir le peuple noir de l'imbécilité. Parce que pas mal sont convaincus. Convaincus. Ils sont convaincus. Ils sont convaincus. Ça fait mal. Convaincus de quelque chose qui ne devront même pas être convaincus. Et ça fait mal. Ça fait immensement mal. On se pose mille questions. Comment l'homme blanc a pu utiliser l'homme noir? Comment? C'est trop fort. C'est trop fort. Ils ont joué avec l'esprit de l'homme noir. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Non. Depuis l'époque de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Vous regarderez l'homme blanc, il vit dans des palaces, des châteaux, mais grâce aux minéraux qu'ils ont volés en Afrique, grâce aux statuettes de nos arrière-grands-parents, de nos ancêtres, ils ont mis dans des musées. Et pour voir ces statuettes, l'homme noir vivant en Europe, quand il est en France, il veut voir des statuettes des ancêtres, il faut qu'il paye le ticket. Et il rentre dans le musée, il va regarder les statuettes de ses ancêtres.
et qui sont protégés par des glaces. Il ne peut même pas toucher son parent. Parce que pour l'homme blanc, il a mis des vitres, c'est interdit. Barrage. Comme en Afrique, les zones pétrolières, ils mettent un grand portail. Ils disent, ici, territoire appartient à Total. Donc, Total, c'est la France. Là, maintenant, ce n'est plus l'Afrique. Il y a un problème. Est-ce que dans les pays arabiques, ce qu'ils font en Afrique, est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce que leur mondialisation qu'ils ont parlé, le capitalisme, toutes leurs sortes d'idioties à la con, pour tuer leur propre population en Europe, aux États-Unis, les faire à ce qu'ils vivent dans une pauvreté immense, et après ils veulent donner des leçons en Afrique, ils veulent donner des leçons aux Antilles, afin que les Antillais se mettent en garde à vous et les Antillais. Mais est-ce que ça va bien dans la tête de l'homme blanc? L'homme blanc psychopathe mythomane veut que l'homme noir continue à se mettre au garde à vous. Aux Antilles, là où les Antillais font que travailler dans les champs, les plantations des bananes dessert, les bananes plantains, et tous ces produits doivent arriver en Europe, aux États-Unis, et les Noirs doivent rester dans une souffrance aux Antilles. Est-ce que c'est normal? Non. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que les Noirs souffrent éperdument aux Antilles. Deux fois quand je pense, je dis, mais comment? Hein? Est-ce que l'homme méritait cela? Non. Non. Nous allons suivre un peu les parents aux Antilles. Sakamaché, on nous allait. Venez-moi. Hein, Sakamaché. On va suivre Sakamaché, les parents antillais. Car ce sont nos parents. Nos parents, ce sont nos parents. Les Blancs les ont pris, ont mis leurs parents aux Antilles. L'homme blanc est dangereux. Voilà pourquoi l'homme noir doit comprendre que l'homme blanc est dangereux et il doit sortir des religions importées de l'homme blanc. Oui, l'homme noir doit apprendre qui étaient ses ancêtres et suivre les religions que ses ancêtres priaient et non des religions importées. Le message est clair. On suit nos parents antillais. Sakamaché en nous aller. Avril 2008, la Martinique est en deuil. Aimé Césaire s'en va. Il entraîne derrière lui une foule immense. Aimé Césaire, le chantre de l'anticolonialisme, l'intellectuel qui a redonné toute sa fierté aux descendants d'esclaves. Il a trouvé en la négritude un mot nous disant que nous sommes des êtres humains et qu'il faut qu'on nous respecte aussi. Pour rendre un dernier hommage au poète, la plupart des politiques français ont fait le voyage. Le président Sarkozy, Ségolène Royal et nombre d'anciens premiers ministres. Événement exceptionnel, la présence singulière de descendants des colons blancs, comme Bernard Ayotte. C'est la 119e fortune de France, l'homme d'affaires le plus puissant de l'île. L'émotion que je viens partager avec le peuple martiniquais et toute la France. En Martinique, on les appelle les Békés, les Blancs créoles. Leurs ancêtres ont colonisé l'île il y a près de 4 siècles. Et aujourd'hui, cette infime minorité blanche semble communier au milieu des Noirs antillais. Mais contrairement à la foule, leur recueillement est plutôt discret. J'ai voulu rendre un dernier hommage à M. Césaire. Pas le moment.
Dans cet instant, je suis muet. Charles? Oui, comme moi. Il est muet comme moi. La réponse est faite. Aimé Césaire, c'est l'homme qui a gommé les tensions entre les Noirs descendants d'esclaves et les Blancs descendants des colons. Mais derrière ce consensus apparent, la Martinique est coupée en deux depuis des siècles. D'un côté, des béquets fortunés, de l'autre, une population dont 20% vit sous le seuil de pauvreté. La Martinique, une ancienne colonie française devenue un département en 1946. 400 000 habitants qui sont officiellement égaux depuis seulement 60 ans. Pourtant, le clivage racial et les tensions sociales sont toujours exacerbés dans l'île. Port de commerce de Fort-de-France, 200 containers de bananes attendent au soleil depuis une semaine. Les docks sont paralysés par une poignée de manifestants. Ils empêchent l'expédition des bananes en métropole. C'est lui nous bloque, c'est la banane. Tout peut passer sauf la banane. Les ouvriers de la banane exigent une prime exceptionnelle à leurs patrons béquets, les anciens colons. Nous sommes des esclaves. C'est pas un peu trop de dire que vous êtes des esclaves? Mais nous, nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Nous sommes des esclaves. Esclaves modernes. À chercher au Berry, à Yacht, Delici, Derenal, Viviès. Ça c'est des compliqués. Ça cause madame? Non. C'est pas eux, nous sommes là. Ils sont rentrés dans couillonner les ouvriers. Tout le temps, ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent dans la banane. Et on voit qu'ils font des bénéfices. Ils sont même des milliardaires de la banane. Le dialogue social n'est pas bon avec les... Ah non, ça c'est un dialogue social à la con. Répétez ça fort, pas mal. Dialogue social à la Martinique, c'est à la con. Qui est votre patron? Bernard Ayotte. Bernard Ayotte, c'est la plus grande fortune de Martinique, 300 millions d'euros. Il a donné ses initiales à une multinationale implantée sur une quinzaine de territoires. Bernard Ayotte emploie plus de 5000 personnes, mais... Il emploie plus de 5000 personnes. Mais regardez tout l'argent qu'il a. Et aux Antilles, hein, il y a pas mal de pauvres, hein, à cause d'un enfoiré de ce genre. Hein, et Jésus-Christ aux yeux bleus et aux longs cheveux blancs, la passion du Christ. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à la passion du Christ? Regardez. Mais attendez, on se moque de qui? On se moque de qui? L'homme noir, l'esclavagisme, on a pris ses parents, on a torturé ses parents. Et aujourd'hui, celui-là, parce que c'est un PDG, il fait souffrir le peuple, hein, martiniquais, le peuple aux Antilles. Il les fait souffrir. Lui, il a tout, et eux, ils souffrent. Non, il y a un problème. Il faut que l'homme noir sorte de l'imbécilité des religions importées. Les religions importées sont la source du malheur de l'Afrique. Et tant que les Noirs ne vont pas comprendre cela, ils ne sortiront jamais de l'auberge. Car la religion, c'est l'esclavagisme. L'esclavagisme, oui. Car la religion prend les peuples, les serre et les serre. Et je comprends pourquoi les dictateurs continuent à perdurer là où ils sont, au pouvoir. Je comprends. Hein? Non. Et on fait croire que c'est normal. On va suivre un peu ce qu'ils sont en train de dire dans ce reportage. Ça fait mal. Mais il ne répond presque jamais aux journalistes.
C'est son bras droit, Éric Delucy de Faux-Sérieux, qui nous reçoit. Lui aussi est béquet, c'est un homme influent. Tu as la chance que je sois de bonne humeur ce matin parce que tu m'emmènes exactement là où tu as envie. Alors lui, c'est Jacques Chirac. Tu vois, lui, c'est le président de la République qui s'appelle Chirac. J'entretenais à cette époque-là avec le président de la République des relations très bonnes, des relations plus anciennes d'ailleurs que de l'époque où il était président de la République. Je le connais depuis très longtemps. Jacques Chirac ou encore Bernard Ponce, l'ancien ministre de l'Outre-mer. Le grand patron des bananiers est un homme de réseau. Ce matin, ce n'est pas la grève qui anime sa discussion avec un collègue planteur. Une bonne nouvelle vient d'arriver de Paris. La banane, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que les 50 millions d'euros de prêts qui nous avaient été faits par le gouvernement ont finalement été transformés en subventions avec l'accord de Bruxelles hier. Donc ça va changer la gueule de tes comptes d'exploitation, de tes propriétés. Parce que tu passes en profit ce qui était en dette. Pour ce qui est de la grève, bon, Éric Delucy se veut rassurant. La deuxième, c'est que je suis pas je suis soucieux, mais pas très inquiet de la grève. Je pense qu'elle est extrêmement peu suivie. Une grève dans la banane? Oh, pas grave. Un mouvement social pour cause de distribution de primes. Certains planteurs ont donné des primes à leurs ouvriers. Le climat social bon. syndical est très tendu? Non, il n'est pas tendu, il est bon. Pourtant, sur le port, la tension monte. Des manifestants prennent à partie des chauffeurs routiers qui veulent livrer leurs bananes. Search Go Compare for the clear choice for car insurance savings. Voilà. Nous avons suivi. Mais quand nous suivons, nous comprenons qu'il y a un problème. Hein? Avant de passer à autre chose, nous allons d'abord écouter quelque chose parce que ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Vous avez entendu ce grand PDG aux Antilles. Hein? L'homme des réseaux, exactement comme Total. Total, c'est un réseau mafieux. Elf Aquitaine à l'époque, un réseau mafieux. La Loge de France, un réseau mafieux. Les Illuminati, un réseau mafieux. Le système capitalisme, un réseau mafieux. La démocratie, mensonge sur mensonge. Démocratie est égal mensonge. C'est un mot qui fait plaisir à entendre. Mais en réalité, la démocratie n'existe pas. Si la démocratie existait, comment ça se fait? En Europe, il y a des licenciements. Il y a des millions de chômeurs. Si la démocratie existait, comment ça se fait en Afrique? L'homme blanc va tuer. L'homme blanc met toute sa mascarade machiavélique. Si la démocratie existait, comment celui qui est à l'Élysée peut tolérer que Sassou, 8%, qui n'a pas gagné aux élections, mette les gens en prison, des vrais opposants? Et le vrai qui a gagné aux élections, Général Mokoko. Général Dabira en prison. Hein? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Si la démocratie existait, il y a un problème. Démocratie n'existe pas. Mensonge sur mensonge. Et là où ils sont les francs-maçons, les Illuminati, quand ils me regardent, ils disent cet homme, il connaît beaucoup de choses. Ils le disent, hein? Et oui, je connais beaucoup de choses. Parce que dans la vie, ça ne veut pas dire aller à l'université, avoir les bacs 900, avoir à faire des études master, qu'on est intelligent. Non!
L'homme blanc, il faut le faire changer sa mentalité de mentir à l'homme noir. C'est coûte que coûte. L'homme blanc, il faut le faire voir qu'il ne va plus continuer à manipuler l'être humain noir, qu'il ne va plus continuer à avoir le devant dans la vie de l'être humain noir. Parce que l'homme blanc, qui se croit le maître, qui se croit le plus fort, en réalité, il n'est pas le plus fort. Il est le plus sadique des sadiques. L'homme blanc. La vérité doit être dite. Moi, je ne suis pas complexé de l'homme blanc, mais des Africains, la plupart sont complexés. Vous allez les voir dans des photos avec des blancs, parce qu'ils sont complexés. Parce qu'ils se disent qu'à partir de l'homme blanc, ils pourront avoir ce qu'ils veulent. Devenir président de la République, devenir ministre en Afrique, devenir député en Afrique, pour voler les populations encore. Oui, car eux tous, ils aiment le venin du mensonge, le venin de la démocratie. Ils croient à cela, mais grand mensonge sur mensonge. Tous des voleurs, tous des perlimpinpins. Oui, des perlimpinpins. Peuple noir, sortez de l'ignorance, sortez de la connerie, sortez des fausses religions, les religions emportées, les religions importées ont abîmé la connaissance de l'homme noir. L'esclavagisme, les viols, la pédophilie, l'homme blanc, l'église catholique, l'église de réveil, le cinéma de l'abomination pour abrutir l'homme noir. Ça sort d'où? De l'homme blanc. Les églises sont là pour exterminer l'homme noir. Les mosquées sont là pour détruire l'homme noir. L'homme noir, il devient musulman. Il ouvre son tapis de prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Grand mensonge. L'homme noir, il met un costume, il va à l'église avec sa femme, l'église catholique. Il a la Bible, il ouvre, il se met à lire. Et après, je vous salue Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie pleine de grâce. Pardonne nos offenses, car nous souffrons tellement. Et les dictateurs, eux, ils font cette prière. Maman Marie, tu es la mère de Dieu, tu es la mère du Christ. Donne-nous la possibilité, nous les dictateurs, de toujours exécuter le peuple noir. Donne-nous cette possibilité de les envoyer au cauchemar de la mort. Remix. Mais c'est ce qu'ils font. Hein? C'est ce qu'ils font. Hein? Ils demandent comme ça. Ils demandent comme ça. Tous ceux qui croient au jeu de l'homme blanc continueront à pleurer. L'Afrique va mal à cause des fausses religions venant d'ailleurs. L'homme noir, la femme noire ne veut plus
chercher à connaître qui est réellement ses arrière-grands-parents. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Il n'y a que ça dans leur tête. Notre Père, qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses. L'homme noir, tu demandes pardon à qui? Tu as fait quoi? Est-ce que tu étais esclave? Tu as fait l'esclavagisme? Non. Qui a fait de l'homme noir esclave? L'homme blanc. Mais pourquoi tu suis la religion de l'homme blanc? Point d'interrogation. L'homme noir a un problème de complexe. Il est complexé de l'homme blanc. La Bible, le remède de la destruction de l'Afrique. Les Blancs le savent bien. Les multinationales, ils savent bien que Léopold II a fait un excellent travail. Ils savent. La Bible, le remède de la destruction de l'Afrique. Tant que l'homme noir ne comprendra pas cela, il continuera à mourir. Parce que l'homme blanc, il sait. Là, il me suit. Ils savent que celui-là, il est très intelligent. La vérité doit être dite. L'homme noir, on le viole, on le massacre. La femme noire est vue comme une arme de guerre en RDC, au Gabon, au Cameroun et ailleurs. La parole de Dieu, la Bible. L'homme blanc joue avec la Bible pour avoir plus de victimes en Afrique. Regardez bien, en Afrique, partout où ça va mal, il y a des prêtres blancs, des cardinaux, des monseigneurs. L'homme blanc, tout est calculé pour qu'il ait toute la surface de la terre de l'Afrique. Pillage des minéraux, pillage du pétrole. Et les Africains, au XXIe siècle, ils allument des bougies ou lampes à pétrole. S'il n'y a pas ça, tous dans le noir. Imaginez, l'homme blanc. Et ils sont convaincus de la prière importée par l'homme blanc. Je vous salue Marie, pleine de grâce, ayez pitié de nous. Ah, l'homme noir. On t'a pris à l'époque, on t'a mené un seul chemin, esclave. On t'a mis dans des îles, ils ont donné les noms Martinique, Guadeloupe. Allez, les plantations aux États-Unis. Plantations, allez. Et toi, tu te mets à rentrer dans les églises de ceux qui ont fait pire que l'apartheid, l'esclavagisme. Car l'Afrique, il y a tellement des esclaves, où est-ce qu'il y a des dictateurs? En Guadeloupe, en Martinique, Guyane et les autres îles françaises, ils font croire que ce sont leurs citoyens. Mais en réalité, tous des esclaves. Vous avez entendu les Antillais. Ils ont dit, nous sommes des esclaves modernes. Vous avez entendu? La vérité, elle doit être dite. L'homme noir doit sortir de la bêtise de l'église catholique, des églises importées par l'homme blanc. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Parce que l'homme noir a voulu suivre les jeux de l'homme blanc. L'homme blanc est très dangereux. Celui qui n'a pas compris cela va disparaître. Mais le Dieu africain a compris. Il a compris. Il a compris que l'homme blanc est dangereux. Nous allons suivre quelqu'un de très important. Nous allons le suivre.
Parce que lui, c'était l'un des grands criminels. Et Léopold II, c'était un grand pédophile. On va le suivre. Léopold II. Le discours magnifique, hein? Magnifique. Discours magnifique de Léopold II. Hein? Léopold II. Un grand criminel. Celui qui a joué avec les mœurs de l'homme noir. Et la continuité de Léopold II continue à fonctionner jusqu'aujourd'hui. La Bible. Oui. Le livre le mieux vendu dans le monde. Et ils se font des chiffres d'affaires colossales. La Bible. Vous voyez tout le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. On va suivre Léopold II. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes
Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà, le roi des Belges, Léopold II. Donc Léopold II, c'était le seigneur de la Bible. Parce que Léopold II envoyait des missionnaires pour aller abrutir le peuple noir. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Là où se trouve le président Emmanuel Macron, ou les autres en Europe ou aux États-Unis, quand ils me suivent, ils disent, celui-là, il a la tête, il connaît. Oui, je connais, parce que le système machiavélique de l'homme blanc doit prendre fin. Est-ce que ça va continuer à tuer, à être mis en route pour tuer, exterminer l'homme noir? Est-ce que ça va toujours être en jeu pour exterminer la femme noire et les enfants noirs? Non, il faut que le jeu finisse. Parce que les Illuminati, les francs-maçons, ils ont des jeux terribles qu'ils réservent à la terre. Mais les hommes doivent être avertis qu'ils ont affaire à des gens qui n'ont pas de cœur, des gens qui n'ont pas de pitié, des gens qui ne connaissent pas le pitié, la pitié, les gens qui ne connaissent pas le sens de faire du bien, mais ils connaissent que faire du mal. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a le gène du mal. En eux, il n'y a que le gène de la pédophilie. Parce qu'ils adorent abuser les enfants. Déjà, si on commence à mettre des lois, qu'une jeune fille de 13 ans peut aller avec un adulte, imaginez, mais dans quel monde on va? Hein? D'ici là, vous allez voir, ils mettront que
Un enfant, dès qu'il est dans le ventre de sa mère, hein, dès qu'il va sortir du ventre, ça sera, si c'est une fille, ça sera